Imaginez un instant. Un juge rend un jugement de plus de 200 pages. Une décision lourde de conséquences. Une condamnation de 128 millions de dollars. Tout semble parfaitement rédigé. Les arguments sont solides. Les références juridiques précises. Les jurisprudences nombreuses. Mais quelques semaines plus tard, les avocats découvrent quelque chose d'impensable. Certaines décisions de justice citées n'existent tout simplement pas. Elles ont été inventées. Inventées non pas par un juriste, mais par une intelligence artificielle. Oui. Aujourd'hui, des tribunaux en France, au Canada et dans plusieurs pays commencent à faire face à un phénomène inquiétant. Les hallucinations juridiques de l'intelligence artificielle. Des jurisprudences fictives. Des articles de loi inexistants. Des citations juridiques fabriquées. Et le plus inquiétant, c'est que ces textes semblent parfaitement crédibles. Si un avocat ne vérifie pas, si un magistrat ne contrôle pas, l'erreur peut se retrouver au cœur même d'une décision de justice. Dans cette vidéo, nous allons analyser un phénomène qui menace directement la fiabilité de la justice à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous allez découvrir pourquoi les IA peuvent inventer des jurisprudences, comment des tribunaux ont déjà été trompés, pourquoi certains juges parlent désormais de confabulation juridique, et surtout comment les juristes peuvent utiliser l'IA sans mettre en danger leur dossier. Si vous êtes magistrat, avocat, étudiant en droit ou chercheur intéressé par l'intelligence artificielle juridique, alors cette vidéo est absolument essentielle pour vous. Parce que l'IA peut être soit le meilleur assistant du juriste moderne, soit la source d'erreurs juridiques catastrophiques. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Expertise AI, activez la cloche et partagez cette vidéo avec un collègue juriste. Car comprendre les limites de l'intelligence artificielle est devenu une compétence juridique fondamentale. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car je vais vous montrer une méthode simple que tous les juristes devraient utiliser pour vérifier les réponses d'une IA avant de les utiliser dans un dossier judiciaire. Commençons. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée analytique. Aujourd'hui, on a une mission extrêmement précise. Tout à fait. Et c'est un sujet vraiment crucial en ce moment. Ouais, parce que ça s'inscrit dans un contexte d'évolution technologique, d'évolution technologique majeure pour le monde de la justice. C'est clair. Donc, notre objectif, c'est de produire une synthèse pédagogique. Une synthèse vraiment critique, spécialement conçue pour les professionnels du droit en République démocratique du Congo. C'est ça. Et il faut préciser que cette analyse s'adresse tout particulièrement aux magistrats, ceux qui siègent à la Cour constitutionnelle. À la Cour de cassation aussi. Exactement. Et au Conseil d'État. Sans oublier les avocats qui œuvrent au sein des barreaux de l'Ituri, du Congo central et bien sûr de Kinshasa-Maté. L'idée, c'est vraiment d'examiner une réalité technologique qui s'invite désormais dans les prétoires du monde entier. Ouais, et de comprendre ses implications directes sur la pratique quotidienne du droit. C'est pas juste de la théorie, là. Ah non, pas du tout. Et pour mener à bien cet examen, notre réflexion va s'appuyer sur 2 documents récents. 2 documents très révélateurs. Oui. Le premier, c'est une enquête journalistique québécoise qui date de mars 2026. Elle détaille les coulisses d'un jugement civil impliquant une somme colossale. On parle de 128 millions de dollars. 128 millions, c'est énorme. C'est vertigineux. Et le second document, c'est un article juridique français. Il a été publié en février 2026 par Paul-Henri Lévier. Un article très pointu. Très pointu, oui, qui analyse l'arrivée des intelligences artificielles devant les juridictions administratives. Donc on a vraiment un panorama concret des défis posés par ces outils. Absolument. Et le point d'entrée de notre analyse d'aujourd'hui repose sur un constat qui, franchement, semble défier toute logique institutionnelle. Tu parles du dossier québécois. Ouais. Imaginez un juge de la Cour supérieure, dans un dossier hyper complexe qui justifie la condamnation d'un homme d'affaires en s'appuyant sur des décisions de justice qui n'ont absolument jamais existé. C'est un séisme juridique. D'accord, décortiquons tout cela. De manière rationnelle. Oui, il faut poser les bases. Qu'est-ce que ça signifie concrètement une hallucination quand on parle d'intelligence artificielle dans un domaine aussi strict que le droit ? C'est vraiment l'aspect fondamental pour bien cerner le problème. Le terme hallucination, en fait, il est utilisé pour décrire un comportement très spécifique des outils d'IA générative. Un comportement de création, en quelque sorte. C'est ça. Il est impératif de se rappeler que ces systèmes, ce sont des modèles de langage. Ils sont basés sur des statistiques. Ils ne réfléchissent pas. Pas du tout. Ils ne possèdent aucune capacité de réflexion, aucun raisonnement juridique, aucune compréhension du droit. Leur unique fonction algorithmique, c'est de calculer. De calculer le mot suivant. Exactement.
Ils prédisent le mot suivant dans une phrase en s'appuyant sur les milliards de textes qu'ils ont ingérés pendant leur entraînement. Donc si un utilisateur demande une jurisprudence pour étayer un argument, Le système ne va pas chercher dans une vraie base de données. Il va pas sur une plateforme officielle. Il va générer un texte qui imite la structure d'un document légal. et c'est là que c'est bluffant, parce que la forme y est, La forme est parfaite, les citations vont adopter le format standard, les noms des parties vont sembler tout à fait plausibles, les numéros de rôle, les numéros de pourvoi paraîtront authentiques. mais au final, c'est du vide. Le résultat n'est souvent qu'une construction mathématique totalement fictive. Tu sais, pour utiliser une analogie qui parlera certainement aux praticiens qui suivent cette analyse, c'est un peu comme si l'on confiait une recherche à un stagiaire, Un stagiaire très zélé. très zélé et extrêmement éloquent. Un stagiaire qui aurait lu l'intégralité de la bibliothèque du palais de justice, mais qui souffrirait d'une amnésie totale concernant la réalité des faits. C'est une excellente image. Lorsqu'on lui demande une jurisprudence spécifique, au lieu de dire « je trouve rien » ou d'aller chercher le bouquin physique, il aligne des termes juridiques. Des termes qui s'emboîtent bien statistiquement. Ouais, pour formuler une réponse satisfaisante en apparence. Et le risque pour la justice, il est évident. Il est même existentiel pour la profession. Bâtir une argumentation juridique, ou pire, fonder une décision de justice sur une jurisprudence inventée, c'est compromettre la crédibilité entière du système. L'édifice judiciaire repose sur la sécurité juridique, non aléatoire. Et sur la vérificabilité des précédents. L'institution judiciaire tire son autorité de sa capacité à s'ancrer dans le réel, dans des textes qu'on peut vérifier. Si la fondation d'un jugement est fictive, C'est la confiance entière du justiciable envers l'institution qui s'effondre. d'ailleurs, nos sources mentionnent un commentaire hyper pertinent. C'est tiré de l'article juridique de Le Vivier. Un commentaire laissé par une lectrice, Christine, le 5 mars 2026. Ah oui, le commentaire de Christine. Très juste. Elle rappelle un truc fondamental. L'intelligence artificielle est un simple outil d'assistance, nullement conçu pour réfléchir à la place de l'humain. Et ça valide totalement le fait que ça exige de la part des juristes de la prudence, de la compétence et surtout un esprit critique aiguisé. C'est pas un substitut, c'est un assistant. Exactement. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que la théorie, elle a été violemment rattrapée par la réalité dans les prétoires internationaux. Avec des conséquences chiffrées. Allons au Québec, novembre 2025. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui illustre une collision frontale assez inattendue. Oui, une collision entre deux mondes qui, à première vue, n'ont pas grand-chose en commun. C'est ça. D'un côté, on a la fulgurance de l'intelligence artificielle générative et de l'autre, la solennité très ancienne de notre système judiciaire. Exactement. Et pour nous guider là-dedans, on se base sur une enquête vraiment remarquable de la journaliste Isabelle Haché. Ça a été publié dans la presse et ça s'intitule « Legal Hallucinations, Artificial Intelligence in the Superior Court ». Une enquête fascinante d'ailleurs. Absolument. Alors, notre mission pour cette session, c'est vraiment de décortiquer tout ça. On veut comprendre comment des algorithmes ont pu s'infiltrer jusqu'aux plus hautes sphères des tribunaux, mais sans noyer notre auditoire dans le jargon juridique. On va essayer de garder ça simple, oui. Par contre, juste une petite précision avant de plonger, notre but ici n'est absolument pas de prendre parti. Non, pas du tout. Que ce soit pour ou contre les juges, les avocats ou les accusés impliqués, on ne s'ingère pas dans un processus judiciaire en cours, on est vraiment là juste pour rapporter fidèlement les faits technologiques soulevés dans l'article. Voilà, on reste sur l'analyse de l'impact de l'IA. Bon, décortiquons tout ça. Le point de départ nous ramène en novembre 2025. Oui, à la Cour supérieure du Québec. Exact. Le juge Jocelyn Geoffroy rend une décision assez monumentale dans le cadre de la débâcle du groupe Youhaul. Il condamne l'homme d'affaires Robert Giroux à rembourser 128 millions de dollars. Ce qui n'est pas rien. C'est énorme. La conclusion parle d'un manque total de transparence, c'est qualifié de fraude de type Ponzi. Et jusque-là, on a un jugement massif de près de 200 pages. Ouais, ce qui est tout à fait proportionnel pour un crime financier de cette envergure. C'est le cadre classique des grands litiges. Voilà. Un dossier de cette complexité exige un jugement exhaustif. Mais la mécanique s'enraye un mois plus tard, en décembre. Lors de l'appel, c'est ça. Exactement, lors du dépôt de la déclaration d'appel par les avocats de Robert Giroux, le cabinet Rigaud Legal Inc. En fait, leur stratégie ne se limite pas à contester le droit de manière traditionnelle. Ils trouvent autre chose. Ils affirment avoir trouvé ce qu'ils appellent des anomalies. Et le vocabulaire qu'ils utilisent est très précis. Ils parlent d'hallucinations associées à la rédaction assistée par intelligence artificielle. Donc ils accusent le juge d'avoir utilisé une IA. Ils allèguent que le magistrat s'appuie sur de la jurisprudence qui s'avère être purement fictive. C'est fou quand on y pense.
Parce que quand on regarde ces anomalies de plus près, on est très loin de la simple petite faute de frappe. Ah oui, on est dans un autre registre. Prenons le paragraphe 134 de la décision. Pour prouver que la négligence d'un fiduciaire ne peut pas être excusée, le jugement cite une affaire nommée Crawford contre Crawford McGregor. Prétendument à la Cour suprême du Canada en plus. C'est ça. Sauf que cette affaire n'est jamais allée à la Cour suprême. Et la référence, le numéro fourni, mène en fait à un vrai jugement, mais de 1939, sur un maire de la ville de Grand-Mère. C'est ça, le grand écart est total. On passe d'un stratagème de 128 millions à une chicane municipale des années 30. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce grand écart thématique, c'est vraiment la signature classique de l'IA générative quand elle déraille. Comment ça s'explique techniquement? En fait, Nicolas Vermeijs, qui est le directeur du Centre de recherche en droit public à l'Université de Montréal, l'explique très bien. Il forme lui-même les juges à l'IA. D'accord. Il rappelle que ChatGPT ou ce genre d'outils, ce ne sont pas des moteurs de recherche. Ils prédisent du texte. Ils calculent quel mot a le plus de chances de suivre le précédent. Donc la machine sait qu'un jugement a besoin de notes de bas de page. Exactement. Elle génère une combinaison de noms d'affaires qui ont l'air plausibles avec des vrais numéros de référence, mais elle fait ça sans aucune compréhension de la réalité. Ce qui explique les autres exemples absurdes, parce qu'il y en a d'autres. Oui. Par exemple, pour la fameuse levée du voile corporatif, la décision s'appuie sur une affaire citée sous le nom de « droit de la famille-12345 ». Le droit de la famille pour une fraude d'entreprise? Déjà, ça éveille les soupçons. Mais en plus, la référence mène à une affaire d'extradiction. Ah oui, carrément. Et il y a aussi succession de blanchettes qui renvoie en fait à une thérapie imposée à un toxicomane. C'est complètement décousu. Et le pire, c'est, pour illustrer le système de Ponzi, le jugement cite Ponce contre Société d'investissement MGP. Une affaire qui n'existe tout simplement pas. Nulle part. Et la référence pointe vers du droit du travail. Et c'est ça qui confirme l'hypothèse technologique selon Vermeijs. Un humain peut se tromper de ligne dans un recueil, ça arrive. Bien sûr. Mais inventer de toutes pièces des faux noms avec des numéros qui mènent à des domaines juridiques complètement déconnectés, c'est impossible pour un juriste. C'est vraiment une hallucination algorithmique. Alors face à ça, quelles sont les réactions? Parce qu'on imagine une tempête médiatique. Et pourtant, c'est le silence radio. Le silence complet. Le juge Geoffroy et le porte-parole des tribunaux refusent de commenter vu que l'affaire est en appel. Ce qui est la procédure normale. Oui, c'est compréhensible. Mais heureusement, l'enquête donne la parole à la partie adverse. François Valin, l'avocat des entrepreneurs floués. Et sa perspective est intéressante. Très pragmatique, il relativise tout ça en parlant de simples erreurs cléricales sans conséquence. Et il a des arguments pour dire ça. Oui, parce qu'il rappelle que le procès a duré 36 jours. Il y a eu des dizaines de témoins. Et surtout, son équipe avait fourni un plan d'argumentation de 582 pages. Avec de la vraie jurisprudence cette fois. Exactement. Plein de vraies preuves. Ce qui soulève la question du pourquoi ça compte quand même. En fait, Vermeijs explique que le jugement pourrait tout à fait rester valide en appel. Ah oui, Oui, parce que la Cour d'appel ne refait pas le procès. Elle cherche des erreurs de droit déterminantes. Si on prenait le jugement et qu'on éliminait au marqueur noir les fausses notes de bas de page, la logique juridique tiendrait probablement encore la route. parce que la preuve factuelle est là. Exactement. Le verdict de 128 millions pourrait survivre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que même si le jugement survit, l'ironie de la situation est incroyable. L'ironie est forte. Si c'est bien l'IA, ce serait une grande première pour un juge au Canada, non? Tout à fait. Jusqu'à présent, les erreurs d'IA, c'était le monopole des citoyens qui se représentaient seuls. Damien Charlotin de HEC Paris a documenté ça d'ailleurs. Oui, il a recensé 61 décisions touchées au Canada, dont 6 au Québec. Et à chaque fois, c'était des plaideurs non représentés, des gens sans avocat. Et ça nous mène à une anecdote mémorable de l'enquête. En octobre 2025, donc juste un mois avant le jugement Geoffroy, Le timing est incroyable. le juge Luc Morin, de la même Cour supérieure, La même cour, oui. il a infligé une amende de 5 000 $ à un citoyen, Jean Laprade, Pourquoi? pour avoir utilisé ChatGPT dans ses documents. Le juge a déclaré que l'accès à la justice ne peut pas s'accommoder de la fabulation de la frime. C'est un contraste frappant. Totalement. On punit un citoyen ordinaire de 5 000 $ pour s'être trompé avec la technologie, mais un mois plus tard, on a des allégations similaires contre un magistrat dans un jugement de plus de 100 millions. C'est le paradoxe de la justice face à la machine. La technologie nivelle tout le monde. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment le système réagit à cette espèce de Far West mondial de l'IA? Le système commence à mettre des cadres. Le barreau du Québec, par exemple, va exiger une formation obligatoire sur l'IA au printemps. C'est un bon début.
Et la Cour supérieure avait déjà adopté un cadre de gouvernance en septembre 2025, un cadre qui exige prudence, discernement et surtout une vérification rigoureuse. Et au Manitoba, c'est encore plus strict. Oui, ils obligent désormais à déclarer officiellement toute utilisation de l'IA. Et il faut dire que les avertissements étaient là. Paul Crampton, le juge en chef de la Cour fédérale, avait déjà dit en 2024 qu'il serait troublé par l'usage de ChatGPT par les juges. Il pointait du doigt l'incompréhension des algorithmes et les biais intégrés. Mais ce n'est pas qu'un problème canadien. L'enquête montre que c'est mondial. En février 2023, en Colombie, un juge s'est littéralement vanté d'utiliser ChatGPT pour une affaire impliquant un enfant autiste. Il s'en est vanté? Oui, publiquement. Ensuite, au Brésil, en novembre 2023, un juge a rendu une sentence pleine d'erreurs générées par l'IA. Et quelle a été sa défense, Sam? Il a blâmé un collaborateur. Ah, classique. Et aux États-Unis, en octobre 2025, 2 juges fédéraux, Wingate et Niels, ont été réprimandés par le Sénat pour de fausses citations. L'un a blâmé un assistant juridique et l'autre a blâmé un stagiaire. Si l'on relie cela à la situation globale, on remarque une tendance humaine très récurrente. Quand l'IA se trompe dans les plus hautes sphères, les juges ont souvent ce réflexe de rejeter la faute sur leurs subordonnés. Les assistants, les clercs, les stagiaires. Exactement. C'est un transfert de responsabilité très problématique. Ça bouscule vraiment l'imputabilité de nos institutions et ça nous amène à la question de fond. Pourquoi quiconque écoute cette analyse devrait s'en soucier s'il n'a jamais affaire à la justice? Parce que ça touche à la confiance. Voilà, ça prouve que même l'un des piliers les plus sérieux et traditionnels de notre société est vulnérable. Si la justice peut trébucher par manque de vérification, ça nous donne une leçon magistrale sur le danger de la confiance aveugle envers la technologie. Cela soulève une question importante pour terminer. Vas-y. Il y a un détail crucial dans la source. Les fausses causes inventées par l'IA dans ce jugement ne figuraient pas dans le fameux plan de 582 pages des avocats. Donc l'IA ne les a pas juste mal lus. Non. L'IA a potentiellement fabriqué ses précédents de toutes pièces au moment même de la rédaction. Ex nihilo. Exactement. Alors que se passera-t-il le jour où une hallucination juridique parfaitement crédible, générée par une IA, ne sera pas remarquée par les avocats en appel? Ouf, c'est glaçant. Un faux précédent pourrait s'inscrire accidentellement et pour toujours dans la véritable jurisprudence de notre société. Un mensonge algorithmique qui deviendrait une loi sur laquelle on s'appuierait dans le futur. C'est le risque ultime. C'est vraiment une pensée sur laquelle il faut méditer. Merci beaucoup d'avoir éclairé toutes ces zones d'ombre avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. À ceux qui nous écoutent, gardez toujours l'œil ouvert et surtout l'esprit critique face aux textes générés par l'intelligence artificielle. La vérification humaine reste notre meilleur rempart. Personne n'est à l'abri de ces erreurs, ni les profanes, ni les plus hauts magistrats. Et la France n'est pas en reste. Non, en France, on a des cas très récents aussi. Nous sommes en mars 2026 et avec un tout petit peu de recul, il est désormais assez évident que le mois de décembre dernier va vraiment rester gravé dans les annales du contentieux administratif. Ah ça, c'est une certitude. C'est le moment de bascule en fait. Exactement. C'est le moment précis où la réalité technologique a percuté de plein fouet la rigueur juridique. Notre exploration aujourd'hui, elle porte sur un sujet assez fou. L'entrée fracassante et pour le moins chaotique des fameuses hallucinations d'intelligence artificielle dans nos tribunaux français. Un sujet qui nous concerne tous finalement, vu la place que prennent ces outils. Tout à fait, et notre boussole pour ce décryptage, c'est un article extrêmement fouillé qui date de fin février 2026, rédigé par Paul-Henri Levivier. L'article s'intitule de manière très claire « Les hallucinations d'intelligence artificielle devant les juridictions françaises ». L'IA générative, donc on parle de ChatGPT, Claude, Gemini, comment ces outils parviennent à inventer des références juridiques de toutes pièces. Et surtout de voir comment les juges réagissent face à ces mirages, qu'ils soient présentés par des profanes ou par des avocats. C'est ça. Et au final, on verra quelle méthodologie adopter pour ne pas tomber dans le panneau. Ok, décortiquons cela, car ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est véritablement une question de confiance en la justice. Absolument. Et pour bien commencer, il faut, disons, poser un diagnostic technique sur ce qui se passe vraiment sous le capot de ces machines. Parce qu'il y a un gros malentendu à ce niveau-là, non? Un malentendu total. Pour comprendre comment des jurisprudences complètement fictives atterrissent sur le bureau d'un juge, il faut déconstruire la notion d'hallucination. Ces modèles de langage, ce ne sont pas des moteurs de recherche. Ce ne sont pas des bases de données comme Dalloz ou LexisNexis, en fait. Voilà, exactement. Ils n'ont absolument aucune notion de ce qu'est la vérité ou de ce qu'est le droit.
Leur architecture repose sur ce qu'on appelle la plausibilité statistique. En gros, ils calculent la probabilité qu'un mot succède à un autre. Et ça, ils le font en se basant sur les milliards de textes qu'ils ont ingérés. C'est bien ça, Charles? C'est tout à fait ça. Et c'est là que le piège se referme. Du coup, si on demande à une IA de rédiger un argumentaire pour un tribunal, l'algorithme va juste chercher à imiter le style juridique, il ne cherche pas l'exactitude. Ils s'en moquent de l'exactitude. Le jargon juridique, avec ses formules très codifiées, ses numéros d'articles, ses structures de phrases répétitives, eh bien, c'est très facile à imiter pour un modèle statistique. Le rendu doit avoir l'air très pro, j'imagine. Ah, la syntaxe est souvent irréprochable, le ton est doctoral, les numéros de pourvoi ont l'air authentiques. Mais le fond, la substance de l'affaire, c'est parfois une création purement mathématique. Une illusion d'expertise, en somme. Exactement. Et c'est redoutable parce que ça flatte nos attentes visuelles d'un document légal. On vraie du jargon, on fait confiance. Et cette confiance aveugle, elle a fait ses premières victimes chez les particuliers, de manière assez spectaculaire. Les sources nous emmènent d'abord au tribunal administratif de Grenoble. Ah oui, les fameuses affaires de décembre. Oui, 2 décisions rendues coup sur coup les 3 et 9 décembre 2025. Je suis ravie de commencer par la première parce qu'elle concerne une situation d'une banalité affligeante. C'est l'histoire du carton, c'est ça, hein? C'est ça. On a un habitant de Haute-Savoie, Monsieur A, qui décide de contester une amende administrative de 500 €. Et son grand crime, c'est d'avoir déposé un carton à côté de bennes de recyclage qui étaient pleines. Jusque-là, un litige très classique. Très classique. Mais pour contester cette amende, il décide d'utiliser une IA pour rédiger sa requête. Et là, l'histoire prend une tournure franchement comique à cause d'une erreur de manipulation. Une grosse erreur de copier-coller. Énorme. Le requérant a littéralement copié-collé sa conversation avec la machine, y compris le passage où l'IA se targuait de lui fournir un texte, je cite, juridiquement cadré. Il a laissé ce bout de conversation dans le document officiel envoyé au juge. Ce qui est fascinant ici, c'est la réaction du tribunal face à cette situation inédite. On aurait pu s'attendre à ce que le juge rejette le tout brutalement, non? Eh bien non, le juge administratif adopte une posture très différente. Le jugement relève explicitement que la requête a été rédigée par une IA. Le magistrat qualifie d'ailleurs l'outil de totalement inadapté à cet usage. Il a pris le temps de lire le texte généré. Il a pris le temps, oui. Il note que les arguments sont dupliqués, qu'ils tournent en boucle, et surtout il relève que les références jurisprudentielles sont fantaisistes. Fantaisiste, c'est le mot poli pour dire que l'IA a tout inventé. Des affaires qui n'ont jamais existé. Mais le ton du tribunal reste mesuré. Le juge constate la naïveté de ce justiciable qui n'est pas représenté par un avocat. Il pensait vraiment que la machine allait faire le travail d'un juriste à sa place. C'est ça, il pensait démocratiser son accès au droit. Le juge rejette la demande au fond, bien sûr, mais il fait œuvre de pédagogie. Pas de sanctions lourdes, pas d'amende pour procédure abusive. C'est un rappel crucial pour quiconque nous écoute. Une interface amicale comme celle d'un chatbot ne garantit en rien l'exactitude factuelle. Et on peut sourire de la maladresse de ce profane qui voulait économiser 500 €, c'est compréhensible. C'est de bonne guerre, dirons-nous. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que les attentes changent radicalement quand on passe aux professionnels de la justice. Faisons un petit bond dans le temps, de quelques jours seulement. Le 29 décembre 2025. Exactement. Au tribunal administratif d'Orléans, le contexte est beaucoup plus lourd ici, on parle d'une affaire de reconduite à la frontière, les enjeux humains sont énormes. Et cette fois, le requérant a un avocat. Un avocat dûment qualifié, oui. L'avocat soumet un mémoire avec une quinzaine de références jurisprudentielles. Le problème? Lors de l'instruction, le juge s'aperçoit que l'intégralité de ces 15 décisions est fausse. Pas une seule n'est réelle. L'escalade est vertigineuse. On n'est plus dans la maladroite du particulier, on passe à la faute professionnelle grave. 15 références inventées. La réaction du juge a dû être glaciale. La source analyse d'ailleurs très bien cette décision, surtout au niveau du vocabulaire. Le tribunal invite le conseil du requérant à vérifier à l'avenir que ces références ne constituent pas une hallucination ou une confabulation. Ça va beaucoup plus loin. C'est un terme médical, je crois. C'est un terme de neuropsychologie clinique. Ça décrit des patients atteints de troubles graves de la mémoire qui produisent de faux souvenirs et les présentent de très bonne foi pour combler les trous dans leur cerveau. En utilisant ce mot, le juge fait preuve d'une ironie mordante. D'ordinaire, la justice administrative est d'une grande sobriété sémantique.
Là, employer un terme clinique, c'est pour souligner l'absurdité totale de la situation. Fini la pédagogie de Grenoble, ici c'est une mise en garde sévère à un professionnel. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la profession d'avocat? Un tel dérapage doit forcément heurter les règles déontologiques. Complètement. L'article de Paul-Henri Levivier se penche sur le règlement intérieur national, le RIN de la profession d'avocat. Plus précisément l'article 1.3. Et comment ce règlement aborde-t-il l'usage de la technologie? L'auteur isole 3 piliers de cet article 1.3 qui sont violés par cet usage aveugle. Le premier, c'est la compétence. Avant, être compétent, c'était maîtriser le droit. Aujourd'hui, ça inclut de comprendre les limites des outils qu'on utilise. Donc, utiliser une IA sans savoir qu'elle peut halluciner, c'est déjà un manque de compétences. Exactement. Le deuxième pilier, c'est le devoir de diligence. Soumettre 15 décisions pour un dossier d'expulsion sans en vérifier une seule, c'est l'antithèse de la diligence. Surtout qu'aujourd'hui, vérifier prend 3 secondes sur Internet. Ne pas le faire relève de la faute pure et simple. Et enfin, le troisième pilier, c'est la prudence. La prudence vis-à-vis des résultats fournis par la machine. Oui, le livre blanc du barreau de Paris d'octobre 2025 l'avait anticipé. La règle est claire. La vérification doit être humaine, personnelle et effective. On ne délègue pas la validation du réel à un algorithme. La technologie ne va pas lever un petit drapeau rouge pour dire « Attention, je viens d'inventer ça ». C'est une responsabilité énorme. D'ailleurs, la source précise bien que l'article 1.4 du RIN ne pardonne pas. Qu'est-ce qu'il prévoit, cet article 1.4 ? Il stipule que la méconnaissance d'un seul de ces principes constitue une faute disciplinaire. Et selon le décret de novembre 1991, ça peut aller de l'avertissement jusqu'à la radiation du barreau. Ah oui, on ne plaisante plus. À Orléans, le juge s'est limité à un recadrage ferme. Mais on sent bien que cette clémence institutionnelle ne va pas durer éternellement en France. Si on relie cela à une perspective plus large, la France en est encore aux avertissements, mais les États-Unis nous montrent exactement ce qui arrive à l'étape suivante. Le décalage temporel est frappant. Oui, pendant qu'on découvrait ça fin 2025, eux avaient déjà eu leur grand séisme en juin 2023. L'affaire de New York, n'est-ce pas? L'affaire Mata contre Avianca, un cas d'école. 2 avocats soumettent un mémoire truffé de 6 fausses décisions inventées par ChatGPT. Le pire, c'est leur ligne de défense quand on a découvert le pot aux roses. C'est lunaire. Quand le juge a signalé que les cas étaient introuvables, les avocats sont retournés demander à ChatGPT si les cas étaient réels. Et la machine a menti à nouveau en disant « oui, oui, c'est réel ». Demandez au menteur s'il a menti. C'est le serpent qui se mord la queue. Ils ont persisté dans l'erreur. Le juge fédéral a été impitoyable. La bonne foi n'est pas une excuse. Ils ont été condamnés à 5 000 $ d'amende pour avoir abandonné leur rôle de garde-fou. Et ça ne s'arrête pas là. L'escalade continue avec une autre affaire citée dans la source. Johnson contre Dunn en Alabama en juillet 2025. Une étape décisive dans la sévérité. Là, le juge n'a pas juste donné une amende. Il a pris une décision radicale. Il a disqualifié les avocats du dossier. Évincé de la procédure, le message est clair. La nouveauté technologique n'est plus du tout une circonstance atténuante. Les cours de justice refusent de devenir le bac à sable de ces intelligences artificielles. C'est à l'humain de prendre la responsabilité de ce qu'il signe. Bon, alors comprendre nos dangers, c'est une chose. Mais comment se prémunir concrètement au quotidien? C'est ce que j'ai trouvé génial dans l'article de Paul-Henri Levivier. Il nous donne un vrai manuel de survie, une méthodologie en 4 étapes. Un protocole très rigoureux et non négociable. La première étape, c'est une vérification formelle préalable. C'est basique, on regarde les dates et le formatage. Par exemple, si l'IA sort un arrêt de la Cour de cassation daté de 1750. Sachant que la Cour a été créée après 1790, on sait que c'est faux. Ou pour la Cour de justice de l'Union européenne, les numéros commencent toujours par C. Si le format est différent, poubelle directement. Ça prend 5 secondes. Ensuite, l'étape 2, c'est la recherche sur une source primaire officielle. Le cœur nucléaire du protocole. En France, on va sur Légifrance ou Judilibre. C'est binaire 0-1. Si le jugement n'y est pas, il est inutilisable. Il ne faut pas croire que l'IA a accès à des archives secrètes. Très clair. Étape 3, disons qu'on trouve bien le numéro d'affaires sur Légifrance. On est sauvé. Surtout pas. C'est le piège. L'IA peut donner un vrai numéro pour une vraie date, mais inventer totalement le contenu du jugement. C'est vicieux. Elle utilise une vraie coquille pour y glisser un faux raisonnement. D'où la nécessité absolue de la lecture intégrale.
Il faut lire le texte officiel pour s'assurer qu'il dit bien ce que l'IA prétend. Et enfin, la quatrième étape, La documentation. Garder des preuves de son travail, des captures d'écran, des PDF. Si un problème survient, le professionnel doit prouver sa diligence. c'est vital. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pour les professionnels qui suivent cette analyse, en RDC ou ailleurs, quelles sont les implications? Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, le cœur du problème, il est déontologique. Déontologique, ouais. En se basant sur le règlement international national français, le RIN, particulièrement l'article 1.3, l'article identifie 3 principes qui sont violés par ces pratiques. Lesquels? La compétence La diligence? et la prudence. On peut détailler un peu? Bien sûr. Ne pas comprendre les limites techniques de l'IA que l'on utilise, c'est une faute de compétence. Tu utilises un outil dont tu ne comprends pas le moteur? Exactement. Et ensuite, soumettre une décision à la Cour ou rédiger un jugement sans vérifier les sources de l'IA. Ça, c'est une faute de diligence. C'est une faute de diligence grave. La vérification est le cœur du métier. C'est clair. Et d'ailleurs, les affaires américaines citées dans nos sources montrent bien que la tolérance est de 0 désormais. 0. La jurisprudence américaine est très sévère là-dessus. On se souvient de Mata contre Avianca en 2023. Les avocats ont pris 5 000 $ d'amende pour des fausses citations. Et ça s'est durci depuis. En 2025, Johnson contre Dunn. Les avocats ont été carrément disqualifiés du dossier. Virés. Parce que la bonne foi n'est jamais une excuse valable face à l'absence de vérification. Le juge n'accepte pas le « je savais pas que l'IA pouvait mentir ». L'ignorance technologique n'est pas un moyen de défense. Surtout pas pour un juriste. Du coup, face à ce risque massif, comment on s'organise? L'article de Paul-Henri Lévivier propose une méthodologie très précise, non? Oui, il propose un protocole opérationnel en 4 étapes. Le but, c'est d'instaurer un contrôle humain qui soit rigoureux et systématique. Étape 1, L'étape 1, c'est la vérification formelle. ça veut dire quoi en pratique? Vérifier la cohérence, les numéros, les dates, les juridictions. Une IA va souvent te sortir une date de 2018 avec un numéro de pourvoi qui correspond à la logique de 2022. Ça demande d'avoir l'œil. Ensuite, l'étape 2. C'est peut-être la plus importante. La recherche exclusive sur des sources officielles. Donc on ne demande pas à ChatGPT de vérifier ce que ChatGPT vient de dire. Jamais. On va sur Légifrance en France. Et pour les professionnels de la RDC qui écoutent cette analyse, cette étape 2, elle est cruciale et elle a ses propres défis. C'est sûr. Si on vérifie une jurisprudence censée venir de la Cour de cassation à Kinshasa ou du tribunal de grande instance de Matete, Il faut consulter les bases de données officielles locales. ouais, le journal officiel de la RDC ou des plateformes comme Juricaf. Et ne pas hésiter à solliciter les greffes si le doute persiste. Parce que si l'IA invente une décision locale de toute pièce, chercher un document fantôme dans des archives physiques, c'est une perte de temps monumentale. L'enfer. C'est pour ça que la vérification à la source est non négociable. On passe à l'étape 3. Étape 3. La lecture intégrale de la décision. Ah ça fait mal quand on est pressé. Et pourtant, il ne faut jamais se fier au résumé de l'IA. C'est tentant de lui dire « Résume-moi cet arrêt en 3 points ». C'est très tentant. Mais l'IA peut formuler un résumé qui a l'air parfait formellement, tout en omettant une réserve d'interprétation cruciale glissée dans le dernier paragraphe. Elle zappe la nuance juridique. Le droit, c'est la nuance. La machine fait de la statistique. L'humain doit lire le texte. Et enfin, l'étape 4, La documentation du processus de vérification. conserver les preuves. Toujours. Prendre des captures d'écran des bases officielles, conserver les liens pérennes et surtout enregistrer les PDF originaux des décisions. Comme ça, si un magistrat ou un confrère pose une question, Boum, on a la preuve irréfutable. exactement. Tout ça nous amène directement à la formation introductive aux IA génératives que les magistrats et les avocats congolais ciblés par notre analyse ont déjà suivis. Une formation essentielle. L'objectif de tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment de consolider ces acquis, de transformer la théorie en réflexe. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'IA ne va pas voler le travail du juriste. Elle va déplacer la charge de travail. Elle l'élimine pas. Non. Le temps énorme que l'on gagne sur le premier jet rédactionnel ou sur le tri de la jurisprudence, il doit être réinvesti. Réinvesti dans la vérification. C'est ça. L'esprit critique devient le bouclier principal face au mirage algorithmique. Le bouclier et l'épée. C'est l'essence même d'une utilisation responsable et stratégique dans la pratique judiciaire en RDC. On laisse la compilation à la machine et on garde l'analyse critique pour l'humain.
On arrive doucement à la fin de notre décryptage. Et je crois qu'il y a une annonce très officielle à faire concernant justement le prolongement de ces compétences. Absolument. C'est une annonce majeure. Nous avons le plaisir de confirmer officiellement le lancement de la session de formation 2026. Ça commence maintenant, non? Oui, elle débute en ce mois de mars. Et cette fois, elle sera entièrement consacrée à l'usage avancé, je dis bien avancé, des intelligences artificielles génératives dans la pratique juridique et judiciaire en RDC. C'est une opportunité exceptionnelle. C'est pourquoi nous lançons un appel vibrant à la participation, que ce soit pour les magistrats des plus hautes cours ou pour les avocats des différents barreaux. C'est le moment d'approfondir ces compétences. De maîtriser l'outil avant qu'il ne nous maîtrise. C'est indispensable pour garantir une justice moderne et surtout une justice fiable à 100%. Avant de nous quitter, on tenait aussi à adresser un message de remerciement, un remerciement chaleureux à tous les abonnés de la chaîne YouTube Expertise AI. Une communauté formidable. Vraiment, la fidélité, la confiance, l'engagement exceptionnel de cette communauté, c'est ce qui permet la diffusion du savoir juridique et technologique à travers l'Afrique. Et c'est essentiel pour construire l'avenir. L'avenir de la justice à l'ère de l'intelligence artificielle, oui, il s'annonce prometteur si on l'aborde avec rigueur. Et d'ailleurs, cela soulève une question importante. Une réflexion pour clôturer notre échange. Je t'écoute. Imaginons un instant. Si demain, les ingénieurs parviennent à éliminer totalement les hallucinations. La perfection algorithmique. Oui. L'IA devient capable de citer la jurisprudence avec une précision absolue, sans jamais inventer une virgule. La valeur d'un magistrat ou d'un avocat résidera-t-elle encore dans sa capacité technique à compiler l'information ? Ou bien, Ou résidera-t-elle exclusivement dans son courage moral et son humanité pour l'interpréter avec équité ? c'est une pensée très profonde. De quoi alimenter les réflexions bien après cette analyse. Je l'espère. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Une ère où l'intelligence artificielle peut assister les juristes, accélérer la recherche juridique et transformer profondément la pratique du droit. Mais cette révolution technologique apporte aussi une responsabilité immense. Car une intelligence artificielle ne connaît pas le droit. Elle ne vérifie pas les décisions. Elle ne consulte pas les tribunaux. Elle génère simplement du texte probable. Et parfois, ce texte peut être faux. Des jurisprudences inexistantes. Des articles de loi inventés. Des citations juridiques fabriquées. C'est pourquoi il faut retenir une règle fondamentale. L'intelligence artificielle peut assister le juriste. Mais elle ne peut jamais le remplacer. La responsabilité finale restera toujours entre les mains du magistrat, de l'avocat et du juriste. Si cette analyse vous a été utile, laissez un like, partagez cette vidéo avec vos collègues juristes et abonnez-vous à la chaîne Expertise AI.